Le 8 juin 1954, la femme de ménage d'Alan Turing découvre le corps du mathématicien gisant sur son lit, dans sa petite maison de la banlieue de Manchester. L'enquête ne fut pas longue. Il s'était empoisonné en croquant une pomme qu'il avait lui-même trempée dans du cyanure. Alan Turing avait 42 ans. Il faudra attendre plusieurs décennies pour apprendre que cet homme avait, pendant la guerre, permis aux Alliés de décrypter les codes secrets allemands. Mais qui sait qu'un article qu'il avait écrit dès 1936 posait les fondements même de toute l'informatique. Né il y a 100 ans, Alan Turing est aujourd'hui reconnu par tous les spécialistes des domaines dans lesquels ses découvertes rayonnent comme l'un des pionniers de ce qui allait révolutionner le monde, l'informatique. On dirait volontiers qu'il y a deux sortes d'inventeurs. Les inventeurs spécialisés, ceux qui découvrent de manière pointue un théorème, un objet, une opération, enfin, une chose, quoi. Et puis, l'inventeur qui, au contraire, a une sorte de vision large du champ dans lequel il opère et qui touche à plusieurs points à la fois, mais qui a une vision du monde. Et je crois qu'Alan Turing fait partie de la deuxième sorte de ces inventeurs-là. Pourquoi? Parce qu'il a touché à peu près partout dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de la cryptographie ou du calcul, etc. Mais il invente finalement la vision des choses que nous avons aujourd'hui, la vision algorithmique que nous avons aujourd'hui du savoir. Et voilà pourquoi je le considère comme peut-être un des hommes fondamentaux de notre siècle. Tout commence à Cambridge en 1936, lorsqu'Alan Turing, grand échalas timide et mal latéralisé, écrit un article de logique mathématique dans lequel il conçoit une machine abstraite qui décompose en éléments simples les étapes d'un calcul. Il s'agit, en théorie, de la représentation universelle du fonctionnement de n'importe quel ordinateur. Turing a 23 ans quand il se pose la question qu'est-ce que ça veut dire d'être calculable? Voilà, prenons une fonction, une transformation, et qu'est-ce que ça veut dire que cette fonction est calculable? Par exemple, vous prenez l'addition. Voilà, vous voulez additionner deux nombres. L'addition de deux nombres, c'est quelque chose de calculable. Et donc pour ça, il invente ce qu'on appelle un modèle mathématique, c'est-à-dire une abstraction. Il dit voilà, en gros, si on fait du calcul, alors faire du calcul, ça ressemble à ça. Et donc, il invente une machine, entre guillemets une machine, je dirais virtuelle, c'est un peu une vue de l'esprit, la machine de Turing, pour essayer de capturer la notion de calcul. Alors, je vais vous montrer la machine de Turing, elle est très simple. Elle est parfaitement stupide, comme c'est écrit ici. Elle est formée d'un ruban sur lequel il y a des cases dans lesquelles on écrit des lettres. Il y a une tête de lecture que je vais représenter par mon doigt. Et cette tête de lecture peut être sur une lettre, la lire, la remplacer par une autre, donc lire ou écrire à un endroit seulement, ou bien aller un coup à droite, aller un coup à gauche. C'est tout ce qu'elle sait faire. À droite, à gauche, lire, écrire. On peut construire une seule machine, une seule, qui va simuler toutes les autres, qui va être capable de se transformer dans toutes les autres par un programme enregistré qui soit lui-même écrit sur la bande. Et ça, c'est la notion très importante qu'a inventée Turing, la machine à programme enregistré, dans laquelle le programme et les données ont une égale importance. Ça, c'est une vraie création majeure pour l'informatique. La notion de machine universelle marque une rupture. Une machine, c'est un programme. Une machine qui simule toutes les machines, c'est ce qui deviendra plus tard un ordinateur. D'une manière générale, je m'intéresse à la sécurité des programmes informatiques et plus particulièrement à ce qu'on appelle les protocoles cryptographiques, c'est-à-dire des programmes qui utilisent du cryptographique parce qu'ils utilisent du chiffrement et qui servent à sécuriser les communications sur Internet. Donc c'est le type de programme qu'on utilise quand on fait un achat en ligne sur un site ou dont on se sert pour s'authentifier à distance. Et donc mon travail consiste à analyser leur sécurité
même plus fort, d'apporter une preuve qu'ils sont sûrs. Donc pour prouver qu'ils sont sûrs, il faut réussir à dire qu'ils sont sûrs, quel que soit l'environnement qu'on peut avoir autour. Donc pour pouvoir décrire cet environnement, c'est quoi un environnement, c'est quoi un attaquant, une personne malhonnête qui va essayer d'intercepter des messages, les recomposer, faire des calculs. On a besoin de formaliser ce que c'est que cet attaquant. Donc c'est là qu'intervient la machine de Turing pour modéliser tous les comportements possibles d'un attaquant. Donc la machine de Turing, c'est notre modèle d'attaquant. Finalement, notre attaquant est une machine de Turing et nous, on fait des preuves de sécurité, quelle que soit la machine de Turing qui va interagir avec notre protocole. Nous sommes maintenant plus de 70 ans après l'article de Turing et on pense encore aujourd'hui que Turing a trouvé la bonne définition. C'est-à-dire que la machine de Turing, ce qu'elle est capable de faire, c'est exactement ce que peuvent faire les ordinateurs d'aujourd'hui. Ils sont plus rapides, ils sont beaucoup moins élémentaires. Donc pour réaliser une addition, là où une machine de Turing qu'on réaliserait physiquement prendrait peut-être 3 minutes, votre ordinateur va prendre une microseconde. Donc votre ordinateur est plus rapide. Mais en termes de ce qu'un ordinateur est capable de faire ou de ne pas faire, la machine de Turing répond à la question. Parce que de manière peut-être surprenante, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire avec les ordinateurs. Par exemple, savoir si un énoncé mathématique est vrai, ça on ne sait pas faire avec un ordinateur. Et après, même dans les choses qu'on sait faire, l'ordinateur peut être plus ou moins lent. Donc ça, tout le monde a expérimenté le fait qu'un ordinateur, parfois, sur certains problèmes, il répond tout de suite, sur d'autres, ils sont plus lents. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est lent parce que le programme est mal fait, ou est-ce que c'est lent parce que le problème est difficile? Donc les machines de Turing servent toujours à l'heure actuelle pour comprendre les limites intrinsèques de ce qu'on peut faire avec des ordinateurs. Je pense que pour inventer quelque chose d'aussi simple, il faut être vraiment très fort. Vraiment. Inventer des choses compliquées, c'est déjà difficile, mais inventer des choses simples, c'est quand même beaucoup plus dur. Moi, c'est mon rêve d'inventer un truc super simple qu'on peut raconter et qui soit infiniment fort. Mais bon, ça n'arrive pas beaucoup dans l'histoire. Hein. Finalement, la question qu'il résout à ce moment-là, c'est une question qui sera résolue par de tout autre moyen par Alonzo Church dans les mêmes années, même un peu plus tôt que lui, et par des moyens qui sont finalement beaucoup plus classiques. Mais l'idée de cette espèce de machine infinie, qu'il appellera plus tard une machine de papier, puisqu'elle ne peut pas avoir de réalisation, hein. Il y a un ruban infini dans une machine de Turing. Ça, c'est des idées tout à fait originales et qui lui sont propres. Et son professeur de logique et de théorie des ensembles, Max Newman, lui dit que il faudrait qu'il parte aux États-Unis, puisque finalement son seul interlocuteur, c'est Alonzo Church. Turing accepte, part à Princeton et va y passer les années 37-39. Et même s'il a une vie sociale assez bonne, s'il va au cinéma, puisque il va voir, à ce qui paraît 7 ou 8 fois, Blanche-Neige et les 7 nains de Disney, qu'il adore, il décide de repartir pour l'Angleterre en 39. Les gens voyaient en lui le type achevé du savant excentrique, la tête dans les nuages d'équations, essuyant le tableau noir avec un pan de sa chemise. Et sans doute entretenait-il cette image qui lui tenait lieu de statut social. Lorsque la guerre survint, le milieu académique perdit sa trace. En fait, Alan Turing avait dès 1939 rejoint Bletchley Park, un petit manoir situé en pleine campagne à 1 heure de Londres, où le gouvernement britannique avait réuni un certain nombre de spécialistes pour tenter de déchiffrer les messages codés de l'ennemi. Les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient extrêmement soucieux d'avoir des communications efficaces et sûres. Et notamment, ça avait été, lors de la Première Guerre mondiale, un de leurs points faibles. Et ils ont adopté une méthode moderne qui a consisté à utiliser une machine qui s'appelle Enigma, qui est une machine électromécanique. Et donc, quand vous enfoncez une touche, eh bien, s'allume une autre lettre pour obtenir
le message chiffré. Mais tout ça était très compliqué. Il n'y avait pas moins de 10 puissance 17 combinaisons possibles, qui pour l'époque, aujourd'hui on parle d'informatique, ce serait un chiffre modeste, mais 10 puissance 17, ça fait quand même un 1 avec 17 zéros derrière, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de combinaisons. Et de ce fait, les Allemands pensaient que leur communication était parfaitement protégée par cette machine. Et là où le génie de Turing et de ses collègues est apparu, c'est qu'ils ont été capables de traduire les différentes correspondances entre le texte clair d'une part et le texte chiffré d'autre part en contraintes logiques. C'est au fond le Turing des machines de Turing, c'est-à-dire l'homme qui savait décomposer un calcul en composantes élémentaires, c'est le même qui est réapparu pour décomposer le gigantesque ensemble de possibilités et de contraintes de l'Enigma en un certain nombre de contraintes qui résultaient du texte clair et du texte chiffré disponible. Et là, les Britanniques ont utilisé des machines, de véritables ordinateurs avant l'heure, pour épuiser tous les cas qui restaient et dont on ne pouvait pas venir à bout avec un papier et un crayon. Ces machines électromécaniques, on les avait appelées des bombes parce qu'elles faisaient un bruit tic-tac, comme un bruit de bombe. Et c'est cette combinaison de travail conceptuel et de travail mécanique qui permettait en quelques heures d'arriver, pour le coup, à lire les codes allemands. Bletchley Park, 1939, au milieu de l'année 1941, les Alliés lisaient les codes allemands. Plus tard, lorsqu'on l'interrogeait sur ce qu'il avait fait pendant la guerre, Alan Turing répondait évasivement. Plus tard encore, 20 ans après sa mort, 30 ans après la guerre, les archives furent rendues publiques et on apprit enfin le rôle qu'il avait joué. Nous sommes, les cryptologues, nous sommes doublement fidèles à Turing. D'abord parce que c'est l'homme de la machine de Turing. Et la machine de Turing, pour nous, c'est notre pain quotidien. C'est notre référence théorique quand nous faisons de la cryptologie. Et c'est notre référence théorique pour démontrer que, si l'on peut, telle ou telle attaque, puisque nous cherchons, nous, cryptologues, à protéger nos messages, nos communications, nos transactions, telle ou telle attaque va être très difficile à réaliser. Très difficile, pourquoi? Parce que son exécution sur un vrai ordinateur ou sur le modèle d'ordinateur qu'est la machine de Turing sera trop coûteuse en temps. Donc Turing, nous en sommes les enfants à cause de la machine de Turing, et nous en sommes à nouveau les enfants à cause de la cryptanalyse de l'Enigma. Donc c'est pour nous, spécialistes de cryptologie, une double filiation qui nous relie à Turing. En 1948, Alan Turing s'installe à Manchester où est construit un des premiers ordinateurs. C'est là qu'il écrit un article pour la revue Mind dans lequel il soutient la possibilité de la mécanisation de l'intelligence. Ce texte jette les bases de ce qu'on appellera plus tard l'intelligence artificielle. Cet article est tout à fait étonnant parce que il ne se présente pas du tout comme un article de philosophie comme on aurait pu trouver dans Mind. Il se présente comme un jeu qui s'appelle le jeu de l'imitation. Et dans cet article, donc, Turing défend l'idée, au moins à première vue, que la notion d'intelligence pourrait ne pas se limiter au cerveau humain, mais pourrait très bien
s'incarner dans d'autres supports matériels. Le jeu de l'imitation est un test qui consiste à isoler dans 2 pièces séparées un ordinateur et un être humain et à positionner un examinateur dans une 3e pièce. Communiquant par écrit avec les 2 candidats, l'examinateur les bombarde de questions visant à deviner qui est l'ordinateur et qui est l'être humain. Il dit, on va imaginer que dans à peu près 50 ans, on aura développé des machines qui auront des capacités de mémoire suffisantes, qui auront des rapidités de calcul assez importantes, et que l'on saura programmer en sorte qu'elles jouent au jeu de l'imitation sur une période relativement longue et qu'elles trompent quelqu'un. Il donne un exemple très concret, il dit d'ici 50 ans, eh ben, on aura des machines qui, sur une durée de 5 minutes, tromperont l'interrogateur en moyenne dans 70% des cas. Et je crois que c'est extrêmement important parce que ça montre bien qu'on passe d'une interrogation un peu métaphysique sur ce qu'est l'intelligence, éventuellement sur ce privilège qu'aurait l'homme dans toutes les espèces de la nature d'être intelligente, à quelque chose de très concret. Ce qu'on appelle l'intelligence des machines, c'est le fait de, dans une situation donnée comme le jeu de l'imitation, de faire illusion en accomplissant des tâches qui sont normalement faites par des êtres intelligents. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça, le début de cette discipline qu'on appelle l'intelligence artificielle? À la fois oui et non. Oui, en sens où il va s'agir d'intelligence de machine, et non parce que l'intelligence artificielle va être défini plus tard. C'est un jeune homme, à l'époque, qui s'appelait John McCarthy. Il est décédé il y a peu de temps, en octobre 2011, mais à l'époque, il a moins de 30 ans, il a 28 ans, en 1955, donc vous voyez, 5 ans après. Et il va imaginer une discipline qui consiste à décomposer l'intelligence en aspects si élémentaires qu'une machine puisse la reproduire. Donc on voit bien sûr qu'il y a dans le test de Turing, dans l'interrogation que pouvait poser Turing en 1948 et en 1950, une anticipation de ce que va être cette discipline, mais bien sûr, elle n'est pas encore présente, même si un certain nombre de réalisations concrètes de Turing vont préfigurer ce que sera l'intelligence artificielle plus tard. Turing came to Manchester to join one of his mathematical friends from Cambridge, Max Newman, who'd also been at Bletchley Park. So they were from, as it were, the decoding division of the British war effort. But he came here especially because at Manchester they had already created a stored program computer. Now, it wasn't the mathematicians that made the computer, it was electrical engineers who, during the war, had worked at Malvern in developing radar systems. So in a sense, these two traditions, the mathematical one and to some extent the engineering one, came together in Manchester. Turing helped with some of the programming. So in a sense, the great theorist of computing became one of the world's first computer users, and he used the Manchester computer, the Atlas computer, especially for his work on morphogenesis, on trying to understand how form was created in animals and plants. Déjà enfant, Alan Turing s'émerveillait de la variété des formes dans la nature. Pourquoi les étoiles de mer ont-elles 5 branches? Pourquoi les coquilles d'escargot sont en spirale? Pourquoi les léopards ont-ils des taches? Alan Turing consacrera les dernières années de sa vie à la morphogénèse en biologie. C'est l'homme qui a le premier proposé une théorie de la morphogénèse et qui a d'ailleurs inventé le terme de morphogène, c'est-à-dire de ces substances, molécules,
qui permettent de créer des formes à partir de territoires qui seraient informes, si vous voulez. Dans une tradition au départ peut-être de mathématiser le vivant ou d'essayer d'en comprendre dans une des choses les plus compliquées du vivant, c'est-à-dire la création de formes vivantes, d'essayer de comprendre au niveau moléculaire quels peuvent être les mécanismes mis en jeu dans cette affaire. Et je crois qu'il est le premier à l'avoir fait. Je crois d'ailleurs que toutes les théories du vivant, en tout cas les théories qui ont à voir avec la morphogénèse, d'une certaine façon se rattachent au travail de Turing aujourd'hui. Moi, j'ai découvert sur le tard que je travaillais sur des problèmes qui avaient déjà été plus ou moins résolus par Turing. Ça fait plaisir. On préférerait résoudre les problèmes soi-même, mais bon, si on découvre que quelqu'un les a résolus pour vous 50 ans avant, c'est déjà pas mal. À la même époque, à l'époque de Manchester, il y a un événement tout à fait important qui va se produire dans la vie d'Alan Turing. Alan Turing est homosexuel et il va avoir une aventure avec un garçon, un jeune homme rencontré dans la rue qui ramène chez lui. Quelques jours plus tard, il y a un cambriolage dans sa maison et Alan Turing, plutôt que d'étouffer l'affaire, va au commissariat pour porter plainte. Bon, il faut savoir que l'homosexualité est un délit pour la loi anglaise des années 50. C'est une loi qui existe depuis 1865. Oscar Wilde a été condamné sous cette loi. Et c'est ce qui va se passer avec Turing. Il va être arrêté. Il va y avoir un procès. Il est jugé et il doit choisir entre soit 1 an d'emprisonnement, soit une castration chimique. Turing ne peut pas quitter ses recherches pendant 1 an, on a besoin de lui à l'université de Manchester, et donc il décide cette castration chimique qui consiste en des injections d'hormones féminines. Il y a sans doute dans l'idée de Turing qu'après tout, on peut toujours toucher à son corps. C'est finalement sans importance si son esprit continue de fonctionner. Et en fait, son corps va être atteint de transformations profondes. Il a des seins qui poussent, sa voix déraille, il continue à faire du marathon, et donc ça gêne ses performances sportives. Bref, il se trouve confronté à un problème qui est l'apparence même de son corps et la façon de le vivre de l'intérieur, alors que tout son travail il avait finalement conduit à distinguer aussi radicalement que possible le corps et l'esprit. Au départ, il s'interroge, quand il est encore étudiant, sur ce que c'est qu'un langage formel. Il travaille sur cette question-là, et il a des résultats importants dans ce champ. Et puis, petit à petit, au cours de sa vie, il va s'interroger sur la forme biologique. Donc il y a une espèce de passage chez lui entre, d'une part, ce qui serait de l'ordre du formel, à ce qui serait la forme biologique, et au milieu, il y a quelque chose que nous appelons informatique. Et donc, sans jouer sur les mots, il y a quand même quelque chose chez lui autour de la question de la constitution des formes, de leur rapport mutuel et de la façon d'en rendre compte. Et donc il faut voir cette espèce d'œuvre très courte finalement, à peine 20 ans, comme une espèce de longue méditation sur la notion de forme, en partant du formel jusqu'à l'idée de forme physique et biologique. Turing va être épié par la police. Donc il se trouve maintenant dans une situation très inconfortable du point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel, puisque les institutions britanniques commencent à se méfier de lui dans ce climat de paranoïa généralisée qu'il y a à l'Ouest.
Donc il meurt à 42 ans, en juin 1954, dans cette ambiance extrêmement lourde qui est celle de la guerre froide. On raconte, et je crois qu'on a raison, que, étant un peu attiré par la chanson de Blanche-Neige si connue, Turing se serait suicidé en croquant une pomme plongée dans le cyanure. Et je crois que c'est vrai. Et en effet, au début de son travail dans la Silicon Valley, où j'habite maintenant depuis 35 ans, les gens qui avaient fondé Apple avaient pris cette pomme comme logo. Et c'était des gens qui connaissaient parfaitement, évidemment, l'aventure tragique d'Alan Turing. Mais lorsqu'ils ont réussi, c'est-à-dire lorsqu'ils ont construit des machines qui se sont vendues dans le monde entier, ils n'ont pas pu supporter que le logo de leur fabrique ou de leur usine ou de leur entreprise soit le symbole de suicide d'une mort tragique. Et ils voulaient que ça soit quelque chose de positif. Alors ils ont inventé une histoire concernant leur pauvreté quand ils étaient jeunes et qu'ils étaient dans le garage et qu'ils ont commencé et qu'ils ne mangeaient que des pommes. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, c'était simplement une histoire pour... Ils ne pouvaient plus changer évidemment le logo, mais ce logo, c'est toujours la pomme de Turing. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et là, je veux méditer sur cette mort parce que cette mort est symbolique vraiment des rapports entre un individu génial et la société qui ne le comprend pas. Non seulement la société ne le comprend pas, mais la société était redevable à Turing de son sauvegarde pendant la guerre. Eh bien, un collectif qui a été sauvé par cet individu condamne à mort cet individu. Et là, il y a un rapport, si tu veux, entre l'individu génial et lucide, extra-lucide et salvateur, et d'autre part, une société obscurantiste, sotte et criminelle. Et ce rapport est quand même terriblement instructif. Cette année, c'est une année un peu particulière, hein, puisque en 2012, on fête le centenaire de Turing, et donc il y a beaucoup de commémorations de par le monde. En Angleterre en particulier, des pétitions circulent pour essayer de réhabiliter Alan Turing, mais je pense que ce qu'on peut faire, c'est simplement s'approprier son envie d'avancer, son envie de résoudre des questions, et de passer comme lui d'un champ à l'autre. Avant lui, c'était juste pas possible. C'est-à-dire que quelqu'un faisant de la théorie des groupes n'aurait pas parlé à un ingénieur et n'aurait pas parlé non plus à un biologiste. Or, après lui, c'est possible. Voilà. Donc il y a quelque chose à saisir de cette cohérence, et c'est évidemment ça qui est fascinant.